Gildas, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre antenne. Merci de répondre à l'invitation que nous vous avons lancée pour rendre un hommage particulier aujourd'hui, un hommage au docteur Roger Leher, qui nous a quittés donc le 15 mars, il y a à peine quelques jours. Nous allons diffuser aujourd'hui pour cette émission La Vague d'OVNI, Contact OVNI, la dernière frontière, paru en 2012. Vous êtes le traducteur français de Roger Leher. Vous avez appris sa disparition il y a peu. Votre première réaction? Eh bien, je suis très triste, mais pas vraiment surpris, parce que ça faisait des années que Roger Leher était malade. Je me souviens de sa visite en particulier à Paris en 2003. Il a passé une semaine à Paris. Il souffrait beaucoup de difficultés de circulation, il marchait difficilement. Après, ça s'était amélioré. Quand je l'ai revu plus tard, notamment en 2005, en 2007, ça allait mieux. Et même la dernière fois que je l'ai vu, c'était en 2007, on avait dîné ensemble à Roswell. Et bon, il marchait de nouveau à peu près normalement, il avait récupéré, il avait trouvé un médicament, m'a-t-il raconté, qui venait de Californie, qu'il l'avait bien amélioré. Bon, mais là je crois, d'après ce que j'ai lu sur Internet, il a eu un accident. Il a eu un accident de voiture, il s'est blessé au pied, je crois au ventre. Et puis, il revenait d'ailleurs d'un congrès d'ufologie en Californie. Et puis, donc il était toujours actif encore. Et il devait être opéré du pied, et ce qui est un peu tristement ironique, étant donné qu'il était lui-même chirurgien des pieds. Et puis, il est mort là, à l'hôpital. Il est allé aux toilettes, et puis il est mort aux toilettes, probablement de crise cardiaque. Je suppose. Gildas Bourdet, comment présenteriez-vous cet homme à ceux qui ne le connaissent pas, et ensuite, comment l'avez-vous rencontré? Oui. Eh bien, le docteur Leher est un personnage que je trouve assez exceptionnel, car c'est un des rares médecins chirurgiens qui se sont prononcés ouvertement en faveur de l'existence, non seulement de l'existence des ovnis, mais des histoires d'enlèvement, et même de l'existence d'un plan de petits objets qui ont été implantés dans le corps des enlevés, donc il est devenu un spécialiste il a fait 16 opérations d'extraction d'implants à partir de 1995, et il est mondialement connu pour ça. Des extractions d'implants. Voilà, en gros, le docteur Leher, il a été assez controversé. Il a eu, comme vous imaginez, comme toujours, il y a eu des critiques, certaines très déplaisantes, comme je me souviens, par exemple, à Paris, en France, il y a eu une présentation, il a été présenté comme un escroc par Julien Courbet, une émission de TF1, sur les dizaines d'escrocs. Il était dans le lot. Je lui en ai parlé, il n'était même pas au courant. Il n'avait même pas été contacté par l'équipe de TF1. Allez hop, voilà, vous êtes comme ça en Californie, vous êtes médecin, et vous découvrez qu'on vous a traité d'escroc dans une télévision étrangère. Vous voyez, ça c'est comme ça. Hein. Gildas Bourdet, comment dire, lorsqu'il ôtait ces implants, ces 16 opérations dont vous nous parlez, et une fois de plus pour tous ceux qui découvrent ce sujet, j'imagine qu'un auditeur qui ne connaît pas le thème se dit mais qu'est-ce qu'il en a fait de ces implants, et est-ce qu'on peut les voir? Alors non, on peut pas les voir. Écoutez, il a commencé ses premières opérations en 1995, un petit peu comme ça, par hasard. Il s'intéressait aux ovnis, il était membre d'un groupe ufologique à Los Angeles, et à une réunion, il était abordé par
qui pensait avoir quelque chose, hein, donc qui avait été une histoire d'enlèvement. Il n'y a pas cru au début, il raconte ça dans son premier livre, OVNI et un plan, qui est paru, qui a été publié en France par les éditions Le Mercure Dauphinois, qu'on peut encore se procurer. Là, je vais y revenir. Et il n'y croyait pas au début, il raconte ça, c'est intéressant. Il a une façon assez, d'ailleurs, il a beaucoup d'humour, hein, le docteur Lair, il raconte comment il a fait ça parce qu'une amie co-organisatrice de la conférence a beaucoup assisté. Et puis, ils ont fait ça, il l'a opéré avec un ami chirurgien, et puis il en trouva un implant, et qui avait des propriétés tout à fait remarquables. Et tout a démarré comme ça. Alors, ensuite, il y a eu plusieurs opérations, il y en a eu 16 en tout au fil des années, et il en a fait un premier livre, que je faisais allusion à OVNI et un plan, qui est paru en 96 aux États-Unis sous le titre The Aliens and the Scalpel. Oui, tout à fait. Il est paru en 2003 en France. Hein. Paru en 2003 en France, voilà, avec un certain retard. Et je salue ici d'ailleurs la qualité des éditions. C'est Madame Dubois au Mercure Dauphinois de Grenoble qui a fait du bon travail d'édition. Et qui a ensuite publié un autre livre, d'ailleurs celui-là sur Virginia, c'est moi qui l'ai traduit celui-là. Et puis il y a eu encore un autre livre qu'elle a publié également, ça a été le dernier en fait de Roger Lair, qui est paru il y a 2 ans je crois, Contact OVNI, la dernière frontière, hein, c'est le titre français. Tout à fait. Et c'est également moi qui l'ai traduit. C'est ce que nous allons diffuser juste après notre discussion, oui. Gildas Bourdet. J'ai les livres sous les yeux, comme j'ai pas une mémoire très florante, il faut que je regarde pour vérifier les dates. Je crois que c'était paru il y a 2 ans environ. Tout à fait, c'est ça, en 2012. Et je regarde. Hein. Oui, c'est en 2012 hein, qu'il est paru ce livre. Allô oui, c'est en 2012 qu'il est paru ce livre. Alors, justement, je vous posais la question et vous m'avez répondu non quand je vous ai dit est-ce qu'on peut les voir ces implants, et vous m'avez répondu non. Est-ce que c'est ça aussi qui crée la controverse Roger Lair? Oui, vous savez, tout est bon pour faire de la controverse. Hein. Les sceptiques sont nombreux, efficaces, les débunkers aussi, hein, les dénigreurs systématiques. C'est pas ça qui manque, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Peut-être que vous savez qu'il y a eu encore une polémique terrible sur non pas sur le docteur Lair, mais sur un autre ufologue éminent, important, Ben Hopkins, il y a 2 ans. Donc ça n'arrête pas. C'est comme ça l'ufologie. Hein. C'est vrai, mais on peut comprendre que on ait envie de les voir ces implants. Ça se comprend aussi. Alors écoutez, il y a des photos en tout cas. Hein. Il y a des photos des implants, même des micro-photos. Et dans le dernier livre, il y a même des analyses très très précises que l'on peut voir dans le livre. Donc Contact OVNI, la dernière frontière, qu'on trouve encore facilement en librairie actuellement et que je ne peux plus recommander. Et il y a eu pas mal d'études de fait dans des laboratoires. Ça a commencé déjà dès 1996 quand le groupe LIDS, basé à Las Vegas, l'a contacté, c'était le colonel Alexander, entre parenthèses, un ufologue ancien qui a passé toute sa vie comme officier, le colonel John Alexander, qui s'intéresse beaucoup aux ovnis, et d'une manière très ambiguë d'ailleurs, parce qu'il dit qu'il n'y a pas de secret, mais c'est une rigolade, c'est une blague. Il était en plein, il a toujours fait des études secrètes, et notamment à Leeds. D'ailleurs, je l'ai rencontré en 2000 à la Flynn, quand j'étais invité à la Flynn, où j'ai revu le docteur Lair. D'ailleurs, je vais revenir, je me disperse un petit peu, excusez-moi, mais les choses me reviennent en pagaille dans la tête. J'ai beaucoup de souvenirs quand même qui me reviennent, et
il était évident qu'il était en plein dans la politique du secret, ce docteur Alexander. Or, c'est lui qui avait, dès 96, comme le raconte le docteur Lair, après ses toutes premières opérations, qui l'a contacté, qui l'a fait venir à Las Vegas d'urgence, passer un contrat avec lui. À l'époque, c'était avec Darrell Sims. Ils se sont quittés d'ailleurs d'une manière peu reluisante, à mon avis, de la part de Darrell Sims. Je peux commenter si vous le souhaitez. Mais ils ont donc Needs, qui a beaucoup d'argent. C'était un milliardaire qui s'appelle Shaquille, qui finançait Needs, qui a financé des opérations et avec des analyses qui ont été faites d'abord au laboratoire national de Los Alamos. Alors c'est un grand labo national américain, c'est là qu'on a fait les premières bombes atomiques, entre parenthèses, et qui continue à exister et être un laboratoire très important. Donc c'est pas de la petite bière ce qu'on raconte là. Hein. Il y a eu des analyses de fait à Los Alamos, à l'instigation du colonel Alexander, un ancien des services secrets qui avait dirigé un service à Los Alamos sur les armes non létales et des choses comme ça. Et il y a eu d'autres analyses qui ont confirmé la nature très particulière des implants dans un grand laboratoire Nouveau-Mexique, New Mexico Tech. Et tout cela est raconté dans les deux livres du Dr. Lair. Et il y a eu d'autres analyses dont certaines sont restées confidentielles, en l'occurrence, puisque vous me posiez la question. Mais il y a, en effet, il n'y a pas d'implant qu'on peut venir voir et examiner publiquement. Ça reste relativement confidentiel. Est-ce que c'est entièrement confirmé? Moi, j'en ai discuté. Oui. Avec le colonel Alexander, quand je l'ai rencontré, j'ai demandé alors qu'est-ce que vous en pensez. Le docteur Lair était là d'ailleurs à cette conférence. Il m'avait dit unconclusive. Ce n'est pas conclusif, avait-il dit. Bon voilà. Il avait ouvert le parapluie. Est-ce que d'autres chirurgiens, d'autres chercheurs s'intéressent de la même manière aux implants que le docteur Lair, ou est-il, selon vous, une personne qui disparaît avec sa spécialité? Il y a d'autres personnes qui s'intéressent aux implants. Il n'était pas seul à faire ces opérations. Il a d'autres collègues chirurgiens qui ont opéré. Lui-même ne pouvait pas opérer tout le corps humain. Il était spécialiste des pieds. Bon, il y a eu des implants dans d'autres, sur les mains, les épaules, etc. Et puis, dans son dernier livre, il a été aidé par un scientifique incontestable qui s'appelle Steve Colburn, qui a fait faire des analyses, qui a fait lui-même des analyses très très poussées. Donc on voit qui sont détaillées, qui sont présentées de manière assez détaillée dans le livre Contact OVNI de la dernière frontière. Steve Colburn, il va continuer, à mon avis, il va certainement continuer, il va poursuivre ce travail. Et puis il y a d'autres médecins, ça va être repris certainement. Ouais. Je pense que ça va continuer. Ça va pas s'arrêter là. Il y a aussi des psychothérapeutes comme son ami Evan Smith, que je connais, que j'ai rencontré plusieurs fois, qui opère à Los Angeles, et ces gens-là vont continuer le travail, je pense, oui. Gildas Bourdet, vous êtes un fin connaisseur, c'est le moins qu'on puisse dire, du phénomène OVNI. Vous l'étudiez sous toutes ses coutures depuis de nombreuses années. Vous avez écrit de nombreux livres sur le sujet. Et vous êtes spécialisé entre autres sur Roswell. Oui. Qu'est-ce que les travaux du docteur Lair ont apporté à votre recherche ou à vos réflexions sur le sujet OVNI? C'est un aspect que je considère comme très important. Bon, moi j'ai rencontré le docteur Lair la première fois en septembre 1999 en Angleterre. J'avais été invité à la demande express du Cometa pour présenter leur rapport en Angleterre, la conférence annuelle de Leeds, organisée par Graham Burstall, qui est mort, mais qui était très actif à l'époque. C'était la grande conférence annuelle. Il a publié un magazine très 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 chouette qui s'appelait UFO Magazine, qui a cessé après sa mort également. Mais à l'époque, c'était très très actif et j'étais allé présenter le rapport du Cometa et c'est là que j'ai rencontré le docteur. Là, j'étais en train de lire son livre, son premier livre, et la première personne que j'ai rencontrée, c'était le docteur Lair dans le hall de la conférence, et je lui ai dit, docteur Lair,
je suis en train de lire votre livre et c'est passionnant. The Aliens et le Scalpel. Je l'ai sorti de mon sac. Et alors tout de suite, évidemment, on a brisé la glace. On a dîné ensemble et puis c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Et oui, je considère que c'est un aspect vraiment très important parce que l'un des sujets de discussion, de dispute, de dénigrement des ovnis, consiste à dire il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve. Évidemment, on n'a pas de débris de Roswell, on les a pas parce qu'ils sont secrets. Et puis les implants, aussi, justement, on a. Bon, moi, je les ai pas vus. Daryl Sims s'est souvent promené longtemps avec une planchette où il y a des implants, mais Daryl Sims, c'est quand même beaucoup moins sérieux que Roger Lair. Hein. Je le dis en passant parce certains le connaissent en France, il était venu à Marseille. Et alors, évidemment, il avait fait un peu rire certains sceptiques ou semi-sceptiques, parce qu'il avait un côté un peu comme ça, comment dirais-je, il avait une allure un petit peu bizarre d'ancien agent de la CIA, ça faisait un peu rigoler. Mais, en fait, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Et je considère que ces histoires d'implants, c'est l'un des aspects les plus solides qu'on a en ufologie, en fait. Contrairement à ce que pensent certains. Alors, les auditeurs en apprendront plus en écoutant l'émission qui va suivre. Mais Roger Lair, sans évidemment déflorer tout ce qui va être dit juste après, Roger Lair lui-même estimait que ses recherches, quelles étaient ses hypothèses de travail à Roger Lair? Est-ce qu'il était uniquement dans la constatation de ces implants? Non, il avait des idées. Il avait des idées. Est-ce que vous pourriez nous donner son idée principale? Il évoque ses idées à la fin de son dernier livre. D'ailleurs. Et il pensait que c'était des extraterrestres qui faisaient ces opérations. Mais pourquoi font-ils cela? C'est là que il y a une. Et d'où viennent-ils? Comment viennent-ils? Tout cela, ça fait beaucoup de questions sur lesquelles on n'a pas vraiment de réponse à l'heure actuelle, et lui non plus. Mais lui, il pensait que ça préparait, disons, en gros, et je suis assez d'accord, j'adhère assez à cette idée, que on s'occupe de nous depuis longtemps. On nous surveille, on nous étudie, et sans doute, on nous prépare à des futurs contacts qui vont se préciser au cours des années qui viennent. Des années ou des décennies. Il ne faut pas être trop pressé en ufologie. Ça avance lentement. Hein. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire, si vous voulez, sur... il pensait que, d'ailleurs, c'est bien évoqué dans le titre du livre, le même contact devenu la dernière frontière, l'instant. Et donc, c'est bien ça qu'il voulait dire, c'est ça le message. On est sur la frontière qui va nous amener à une véritable mutation de l'humanité, en fait. Nous allons vers notre mutation cosmique, si j'ose. C'est cette expression un peu spectaculaire, mais c'est ce que je pense, moi. Gildas Bourdet, déjà, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Et avant de conclure, vous le savez, lorsque des ufologues font des recherches, on entend souvent qu'ils ont des dossiers qu'ils ne sortent pas, peut-être par peur de représailles ou par peur de ne pas être crédibles parce qu'ils n'ont pas encore toutes les réponses à leurs questions. Est-ce que vous pensez que dans le cas de Roger Lair, ou est-ce qu'on sait dans son cas qu'il avait encore des dossiers sous la manche et que certains vont sortir? Je crois pas qu'il ait vraiment des dossiers considérables, qu'il ait gardé secret des dossiers considérables. C'était un homme courageux et qui s'est exprimé très librement. Et je pense pas qu'il y ait qu'on va trouver dans ses tiroirs des dossiers extraordinaires, non. Je pense qu'il avait quand même en gros publié à peu près ce qu'il avait fait. Hein. Mais, encore une fois, il y a des choses qui sont assez confidentielles. Des analyses de laboratoire qui vont peut-être sortir un de ces jours, oui, c'est possible quand même.
Donc je faisais une réponse un petit peu nuancée. Effectivement. Pas d'énormes divulgations, mais certainement encore des choses qui vont sortir quand même. Effectivement, Gildas Bourdet, pour conclure, votre dernier livre, le titre m'échappe à l'instant. Mon livre à moi, mon dernier livre à moi, il remonte à 2010, c'est OVNI vers la fin du secret, qu'on peut encore trouver en librairie. Mais le livre dont on parle en ce moment, c'est le livre que j'ai traduit il y a quelques mois, de Leslie et qui est sorti récemment, de la journaliste Leslie Keane, dont je recommande quand même la lecture. C'est un livre sérieux, réfléchi, et qui rassemble plein de témoignages de première classe, qui s'appelle OVNI, des généraux, des pilotes et des officiels parlent. Et d'ailleurs, dans cette optique, dans l'optique de la prise de connaissance avec ce livre, je tiens absolument à vous recevoir à l'antenne pour que vous puissiez nous en parler et nous montrer à quel point les travaux de Leslie Keane, que nous avions reçus ensemble à Châlons-en-Champagne, je m'en souviens parfaitement, qu'on mette en avant que les travaux de Leslie Keane et à quel point ils sont minutieux et fouillés. D'accord, pas de problème. Merci beaucoup, Gildas. Merci beaucoup, Gildas Bourdet. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Aujourd'hui, Gildas Bourdet. Gildas, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre antenne. À nouveau, j'ai envie de dire, mais cette fois-ci, c'est pas pour vous. C'est pour présenter un livre que vous avez traduit, un livre du docteur Roger Lair, dont nous allons reparler dans quelques instants. On va le représenter pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi la première émission. Avant cela, et une fois encore pour les nouveaux auditeurs, ceux qui ne vous connaissent pas, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. D'accord. Alors, je suis ufologue, comme on dit. Je suis auteur d'un certain nombre de livres sur les ovnis, c'est-à-dire sur l'ufologie en général. Ufologie, c'est un mot qui vient de UFO en anglais, Unidentified Flying Object. C'est passé dans la langue, maintenant c'est admis en français, l'ufologie, ufologue. Donc je suis ufologue, et puis j'ai écrit quelques livres. J'ai commencé cela en 1994. Auparavant, j'avais écrit un livre sur l'art moderne, soit dit en passant, en 90. Et puis avant, j'avais fait de la peinture, donc j'ai un petit peu bourlingué. Je m'y remets maintenant, d'ailleurs, depuis quelques temps. Je me suis mis à la peinture. De la peinture. Oui. Faites encore de la peinture. Absolument. Oui. D'ailleurs, je me suis fait un petit blog. J'ai un blog ufologique et j'ai un site artistique pour le mémoire. Hein. Et alors, j'ai écrit des livres. Donc, ça a commencé le premier en 1994. Qui s'intitulait Enquête sur l'existence d'êtres célestes et cosmiques. C'était un titre un peu joli titre. C'était un joli titre. Non, mais c'était les éditions Philippe Aki. Ils avaient eu un gros succès avec Enquête sur l'existence des anges gardiens et ils espéraient refaire un joli coup. Ça n'a pas aussi bien marché. Ça a bien marché, mais c'était très loin. Hein. Les anges, c'est très loin d'intéresser autant de monde. Enfin, les ovnis et les extraterrestres. Ou les aliens en général, ça intéresse beaucoup moins quand même que les anges et les anges gardiens, etc. C'est pas exactement en plus le même sujet. Enfin, quoi que ça dépend, parce qu'il y a beaucoup de branches en ufologie. Ceux qui découvrent l'ufologie s'en rendront compte en se promenant un peu partout. Et certains ils verront des liens entre les anges et les extraterrestres. D'autres, d'ailleurs, c'est ce que j'avais exploré dans mon premier livre d'ailleurs, qui a été republié il y a 3-4 ans sous le titre Vision céleste, vision cosmique. On vous avait reçu pour l'occasion d'ailleurs. Gildas Bourdet, vous avez quand même une passion dans l'ufologie. Vous avez quelque chose qui vous passionne, c'est Roswell. Voilà. Disons, d'une manière générale, je me passionne pour l'idée qu'il y a des visiteurs cosmiques, des visiteurs extraterrestres. Je n'exclus pas d'autres aspects éventuels, mais c'est cela qui m'intéresse en premier lieu. Et donc, en effet, l'affaire de l'accident, du crash supposé d'un ovni au Nouveau-Mexique en 1947 aux États-Unis. C'est une histoire que je trouve absolument sensationnelle et qui n'en finit pas d'ailleurs d'évoluer parce qu'on trouve encore de nouveaux aspects aujourd'hui. Le cas de Roswell vous paraît, évidemment on va pas faire l'émission là-dessus, mais vous paraît le cas de crash le plus intéressant dans l'histoire de l'ufologie ? Oui, je pense que c'est le plus important parce que c'est celui pour lequel on a retrouvé le plus grand nombre de témoins. Il y en a au moins une centaine, directs et indirects, et on peut aller même jusqu'à 300 en comptant, en élargissant les cercles. Donc c'est une histoire énorme avec des témoignages quand même de première classe. Mais c'est vrai que c'est un cas très ancien, qui a été... Le rideau du secret s'est tombé très très vite. Le soir même, il y a eu d'abord un communiqué de presse
le 8 juillet 47, de la base des bombardiers atomiques, et puis qui ont dit qu'ils avaient découvert un disque volant. C'était en pleine vague, la première grande vague des soucoupes volantes. Et puis le soir même, ça a été démenti par le commandant de la région aérienne, qui a dit ils se sont trompés, ils ont découvert un ballon météo avec une cible radar, et puis voilà, et ça s'est terminé comme ça ça a disparu des radars pendant 30 ans. Et puis, mais après, ça a recommencé fin des années 70, et maintenant, c'est devenu une affaire très très solide. Mais c'est ancien. C'est ancien, c'est ça justement ce que j'allais vous demander pour conclure avec le Carrossel, c'est est-ce que de son ancienneté, on se dirige vers finalement un classement du dossier un peu sans suite, parce que les témoins très logiquement disparaissent au fur et à mesure, ou est-ce que vous imaginez qu'on se dirige vers une ouverture du dossier? Je crois qu'il est loin d'être terminé, et il rebondit continuellement. Le dernier rebondissement en date, c'est de cette année. C'est un ancien cadre supérieur de la CIA qui a révélé publiquement qu'il avait vu un dossier de Roswell, et que pour lui, c'est absolument certain qu'il y a eu un crash d'OVNI. Ce qui n'est quand même pas banal, venant d'un ancien membre important de la CIA. Il était responsable de toute la communication de la CIA, notamment à Hollywood, auprès des entreprises, des firmes de production de cinéma et de télévision. Vers lequel de vos livres, Gilles Bourdet, on peut envoyer nos auditeurs pour mieux connaître le cas de Roswell? Alors, c'est le livre le crash de Roswell, mais c'est un peu gros pour les nouveaux venus qui débarquent. Peut-être vaut-il mieux lire mon livre suivant, qui date d'un an après, que j'ai publié un an après, qui s'appelle OVNI vers la fin du secret, point d'interrogation. Là, c'est celui-là que j'ai envie de recommander plutôt, parce qu'il y a dedans un chapitre sur Roswell, avec déjà d'ailleurs une petite mise à jour par rapport au livre, parce que, comme je vous le disais à l'instant, ça continue à évoluer. Il y avait encore 2 ou 3 nouveaux témoignages que j'ai pu intégrer l'année d'après. OVNI vers la fin du secret. Ouais. Voilà pour ce chapitre sur Roswell que nous allons laisser de côté. On a déjà fait de nombreuses émissions. Et les ovnis en général. Et les ovnis en général, bien sûr. Et vous êtes aussi traducteur. Vous avez traduit 2 livres de Roger Lair. Nous vous recevons aujourd'hui pour le second. Oui. Le premier était consacré à l'affaire de Varginha. Oui. Alors ça, c'est un autre accident supposé d'OVNI, mais cette fois au Brésil, et beaucoup plus récemment, enfin en janvier 1996. Et donc c'est relativement plus frais comme histoire. Et d'ailleurs, nous aurons l'occasion d'en revenir, car dans ce nouveau livre de Roger Lair, une partie est consacrée à l'accident de Varginha. Roger Lair, qui est-il? C'est un professeur il s'intéresse aux implants. C'est ce qu'on peut dire. Roger Lair, un des sujets qui laisse les plus rêveurs dans l'ufologie, les implants. Le docteur Lair, Roger Lair, c'est un médecin de Californie. Bon, c'est un médecin spécialiste des pieds. Alors en France, on a les sceptiques rient un peu en disant ouais, ce n'est qu'un petit médecin des pieds, n'est-ce pas? Mais c'est quand même une profession tout à fait reconnue aux États-Unis. Et il s'intéressait aux ovnis, comme pas mal d'Américains. Il y a plus d'Américains que de Français qui s'intéressent aux ovnis, soit dit en passant. Il était membre du MUFON, la principale organisation d'ufologie aux États-Unis, d'une section régionale de la région de Los Angeles. Et puis un jour, il a été abordé par une femme qui a dit qu'elle avait quelque chose au pied. Alors c'est son mari, je crois, qui l'a abordé d'abord, qui a présenté tout un dossier médical. Alors le docteur là a commencé par en rire. Il rappelle tout cela dans son nouveau livre. Je précise tout de suite qu'il a fait un premier livre qui est paru donc en 1998 aux États-Unis, qui a été traduit en français par les éditions le Mercure Dauphinois, et publié en 2003. Et il revient un petit peu là-dessus sur ses débuts. Il n'y croyait pas du tout, et finalement il avait dit bon ben d'accord, j'accepte de faire une opération et on va voir ce que ça donne. Il en est sorti convaincu que c'était véritablement un objet bizarre, il avait fait une multitude d'opérations, il avait déjà toute une carrière derrière lui
avec des extractions d'objets divers et variés des pieds des gens. Et il n'avait jamais vu ça. Ça a commencé comme ça, en 1995. Il y a eu 2-3 opérations cette année-là je sais plus exactement combien. J'ai récapitulé ça ici. Et puis, voilà, il y a eu 3 opérations comme ça. Patricia, donc elle s'appelait. 2 implants. Elle avait 2 implants, dont un en forme de T, qui est assez remarquable parce que c'est un des rares implants avec une structure géométrique claire. Les autres sont souvent un petit peu en forme de petits haricots, de petites choses comme ça, de petites graines. Des implants uniquement dans les pieds? Pas uniquement. Là, c'était 2 implants dans l'orteil gauche, à des 2 côtés de l'orteil. Et puis, ensuite, il y avait un autre, donc opéré, Peter, qui avait une petite graine dans la main. Un autre qui avait quelque chose, une petite boule à l'épaule. Était une femme. Babs, je crois que c'est un nom féminin. Mais ensuite, Roger Lair rappelle un petit peu dans son nouveau livre les 3 opérations suivantes qui ont eu lieu en 1996. Et là, il y avait 2 femmes avec une boule dans la jambe gauche. Une petite boule, hein, toute petite, et puis un homme qui a fait quelque chose à la mâchoire, en forme de triangle. Vous voyez, donc c'est très variable en fait. Et puis ensuite, il y a eu d'autres opérations, et finalement, on est arrivé jusqu'à 16 opérations. Il les a pas toutes racontées en fait. Dans son nouveau livre, il s'est concentré sur les 3 dernières. Hein. Sur les 3 dernières opérations dont nous allons parler, on va essayer aussi d'expliquer à nos auditeurs pour peu que ce soit explicable, ce que sont ces implants et ce qu'on a trouvé. Qu'est-ce que c'est exactement que ces implants? Ce ne sont pas des échardes, ce ne sont pas des micro-ordinateurs, quoique, peut-être des codes barres, je ne sais pas. On va pouvoir en reparler dans quelques instants. Voilà, Roger Lair, donc, qui s'est intéressé à ces implants, qui était à la base podologue, qui s'intéresse à ces implants parce qu'il en trouve sur des patients. Oui. Ça lui change un peu son existence et il commence à écrire des livres sur le sujet. Oui. Et c'est ce fameux sujet des implants qui est vraiment c'est un sujet très chaud et très controversé. Très controversé et qui est totalement passionnant, passionnel. On le retrouve aussi bien dans les films de science-fiction que dans la littérature fantastique, que dans l'ufologie. On va en parler dans quelques instants avec Gildas Bourdet, qui est notre invité aujourd'hui dans l'émission La Vague d'OVNI. Il a traduit le nouveau livre du docteur Roger Lair, Contact OVNI, la dernière frontière, paru aux éditions Le Mercure Dauphinois. Gildas Bourdet, pour traduire le livre d'un auteur, il faut déjà bien connaître son univers. Pour vous, c'est encore mieux. Vous connaissez personnellement le docteur Lair. Vous allez d'ailleurs peut-être pouvoir nous raconter votre première rencontre. Oui, exactement. Oui, je l'ai rencontré au moins, je sais pas, 6 ou 7 fois au moins. La première fois, c'était en 1999 en Angleterre. Il y a une grande conférence internationale à Leeds, organisée par Graham Birdsall, qui dirigeait la plus importante revue à l'époque, l'UFO Journal, et j'étais en train de lire le livre j'avais été invité pour présenter le rapport du Cometa qui était paru en juillet 99, et quand je suis arrivé, j'avais le livre du docteur Lair qui était paru l'année d'avant, des Aliens and the Scalpel, ça s'appelait, où il racontait ses premières opérations de 95 à 98. Et c'était passionnant, moi ça m'intéressait beaucoup. De toute façon, le dossier des enlèvements, c'est un autre sujet, à mon avis, que je trouve très intéressant en ufologie. Et je me suis présenté à lui tout de suite, il était là dans le hall, et nous avons fait connaissance tout de suite. Je lui ai dit que j'étais en train de lire son livre et que je le trouvais passionnant. Et nous sommes devenus amis, et puis nous nous sommes retrouvés ensemble à dîner, et nous avons commencé donc une relation qui s'est poursuivie au fil des années. Et je l'ai revu plusieurs fois à Laughlin, aux États-Unis, dans le Nevada, en 2000, où il présentait d'ailleurs un abducté avec qui j'ai pu bavarder, que j'ai pu rencontrer un petit peu, qui s'appelait Tim Cullen, une histoire très intéressante. Et puis, je l'ai revu ensuite, il est venu en France, à Paris en 2003, pendant une semaine. Là, je l'ai baladé pendant une semaine. Il était
enthousiasmé par Paris. Il m'a invité au Moulin Rouge, on a déjeuné à la Tour Eiffel. Il a vu le Louvre longuement, il était emballé par la Vénus de Milo. Il a fallu que je lui traduise la notice sur la Vénus de Milo. Il aime beaucoup les belles femmes, Roger Lair. Ce que vous nous dites là, Gilda, c'est que Roger Lair, malgré le fait qu'il peut donner l'impression de faire des expériences assez particulières, enfin des expériences, en tout cas des recherches assez particulières, est un bon vivant. C'est un bon vivant. C'est un homme simple, bon vivant, quoi. Voilà, oui, c'est un contact très facile, qui n'est pas du tout prétentieux, qui ne la ramène pas et qui est en fait un type bien. Moi, je l'aime bien. Ouais. Est-ce qu'il prend ses découvertes, en tout cas, oui, c'est ça, ses découvertes et ses implants qu'il a découverts comme une chance ou comme un fardeau qu'il a apporté, parce que il y a toujours pas de réponse. Ouais, c'est peut-être un peu les deux, parce que c'est un sujet passionnant dans lequel il s'est lancé, mais qui était casse-gueule. Hein. Il a eu des gros ennuis. Hein. On l'a beaucoup critiqué. Il y a eu un épisode terrible. Moi, quand je l'ai rencontré, c'était donc en 99. Il sortait à peine d'un épisode dramatique. Parce que une des opérations avait été filmée par la grande chaîne NBC en début et était passée en première partie de soirée, en prime time sur la grande chaîne NBC au début de 98. Mm-hmm. Et la semaine suivante, il avait été interdit de pratique médicale par l'ordre des médecins de Californie, qui avait déterré une vieille plainte d'un patient qui datait de 10 ans et qu'il avait retiré dans une clinique qui n'existait plus. Bref, on a voulu le fusiller à ce moment-là. Et il était déjà assez malade, il avait un sextuple pontage cardiaque, il avait un petit peu de mal à marcher déjà, hein, et il a failli mourir de ça. Quelle est l'opération qu'a filmé la NBC? Qu'est-ce qu'il a montré aux caméras? Ah bien, c'était une opération d'un homme qui avait un implant à la main, et c'était assez classique, si on peut dire, comme opération. Mais c'était filmé par une grande chaîne de télévision, et ça, c'était quelque chose qui a énormément déplu et dérangé. Mais comment essayons je me mets à la place de l'auditeur. Donc le docteur Lair se fait filmer en train d'enlever un implant qui a un patient à la main. Avec toute une équipe, hein, il n'était pas tout seul. Bien sûr. Comment savait-il que c'était un implant? Alors, il y a toute une série de préliminaires. Et si on le fait rentrer dans notre histoire, l'auditeur. Il raconte ça assez longuement dans son livre, comment, quand un patient se présente, d'abord, le patient lui-même ne sait pas toujours que c'est un implant. Il croit qu'il a éventuellement un petit objet dans le pied, dans la main, etc. Mais quand même, souvent, il s'en doute. Hein. Moi, j'ai rencontré Tim Cullen, il savait bien que c'était une histoire d'extraterrestre, parce qu'il avait vu avec sa femme un soir en voiture 20 ans avant un ovni de très près. Il avait découvert qu'il avait quelque chose au poignet gauche 3 ans après par une radio, parce il s'était blessé. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. Et donc il y a un examen radio, on découvre un petit objet. Ensuite, Roger Lair a 1 ou 2 entretiens, il fait remplir un questionnaire pour évaluer la plausibilité, et ainsi de suite. Et puis, il y a des examens de diverses sortes. Ça peut aller jusqu'à un scanner. Hein, et à ce moment-là, on voit dans le nouveau livre une dernière examen de contrôle au moyen d'un appareil à ultrasons dans la salle même, et on voit sur un écran c'est la dernière opération, on voit bien qu'il y a un objet dans le poignet droit en l'occurrence. Donc ça, c'est toute une étude préalable. Est-ce que enlever ces objets du corps de ces patients provoque un changement de comportement chez le patient? Est-ce qu'il y a une difficulté à enlever ces objets? Eh bien oui, absolument. Il y a plusieurs cas qui sont d'ailleurs
raconté par le docteur Lair, où celui dont je viens de parler, c'est le 16e et le dernier, il avait des gros problèmes. Et puis c'était depuis longtemps. Souvent, ça commence dans l'enfance, c'est une histoire familiale. Tout ça, il avait eu des problèmes dans l'enfance il faisait des cauchemars, il faisait des choses comme ça, et puis quand il s'est pointé pour se faire opérer, il était persuadé que c'était vraiment quelque chose à faire. Il avait beaucoup maigri. Avant, il était très costaud. Il était devenu très maigre. Attendez, non, c'est pas celui-là, c'est le précédent. C'est le cas précédent dont je parle. C'est l'un des deux cas précédents. Mais c'est la même chose pour pas mal de patients. Pour répondre à votre question, ils ont, en effet, ça leur monte à la tête. Ils ont des problèmes psychologiques et familiaux. Mais est-ce que, justement, la question c'est, est-ce que le corps laisse facilement enlever cet objet? Pas toujours, justement. Pas toujours. Justement, au moins l'un des deux derniers cas, ils ont eu beaucoup de mal. Ils étaient à deux chirurgiens, lui et le docteur qui était le principal chirurgien, en fait. Ils s'y sont mis à deux pour arriver à sortir l'implant parce qu'il leur échappait de leurs instruments. Ça, c'est assez intéressant aussi comme aspect. C'est pas toujours facile à extraire. Mais bon, là, on entre un petit peu dans des détails techniques. Mais disons, pour dire les choses d'une manière plus générale, pour résumer un petit peu la situation des implants, il y a un certain nombre de propriétés qui apparaissent presque dans tous les cas. Bon, il y a une histoire d'observation d'OVNI, souvent rapprochée. Il y a des propriétés tout à fait particulières des implants qui sont extraits. Par exemple, ils émettent des émissions radio à très haute fréquence, dans les mégahertz et dans les gigahertz, mais très très près, très 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 faible, mais enregistré. On voit, il y a eu d'ailleurs un reportage qui est passé dans une émission de télévision de la série UFO Hunters, pour ceux qui ont le câble. C'est passé il y a déjà quelques années sur la chaîne Planète. La série UFO Hunters a montré, a filmé une opération sur l'un des cas plus récents qui s'appelle Jack. En fait, on révèle le nom d'ailleurs dans le film qui s'appelle Jeff Harvey. Et ça s'est passé en 2007. Et on voit toute la série de tests qui sont faits. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Dans ce cas-là, il y a un appareil de mesure de fréquence radio qui est mis à l'endroit où se trouve l'implant, et on entend, ça couine dans l'appareil, alors qu'ailleurs ça ne couine pas. Alors ça couine, c'est-à-dire ça. On entend un bruit comme ça. Bien sûr, mais c'est un son, ou est-ce que la traduction a été possible de ce son? C'est un appareil qui qui signale, qu'il enregistre une émission radio, pas par un bruit, par une Exactement. sonnerie. Mais est-ce qu'on a réussi justement avec ces différents implants à les mesurer? Oui, l'appareil mesure la fréquence. Et à trouver un lien entre tous ces sons qui pourraient faire penser à un langage ou à une... Non. C'est juste une sonnerie qui avertit. D'accord. Et alors il y a un cadran qui mesure, qui donne la fréquence. Soit dans les mégahertz, 25 ou je sais pas combien mégahertz. Alors dans la gamme mégahertz, ça correspond à des émissions classiques de type télévision, choses comme ça. Et puis, dans la gamme des gigahertz, ça correspond plutôt à des liaisons satellites, choses comme ça. C'est quand même assez curieux. Effectivement, c'est assez étrange. Et puis, une fois que l'implant est extrait, on n'entend plus rien, il n'y a plus rien. Les émissions s'arrêtent. Donc, on a l'impression que c'est en quelque sorte alimenté, d'une certaine manière, par le corps humain. Et en l'occurrence, je signale un autre aspect intéressant parmi les caractéristiques, c'est que
il y a souvent tout un amas de terminaisons nerveuses qui entourent l'objet. Ce qui fait d'ailleurs que c'est pas toujours facile de l'enlever. On va dire dans quelques instants, enfin on va essayer d'expliquer à nos auditeurs à quoi ressemblent ces objets. Vous nous avez parlé de la forme tout à l'heure, mais on se demande tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. On va y arriver. On va y arriver dans quelques instants, mais je voudrais juste revenir un petit peu en arrière. Vous nous parlez du côté familial de la chose. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le docteur Lair rencontrait une personne qui avait un implant, presque 9 fois ou 8 fois sur 10, s'il allait voir dans la famille en arrière, il trouvait des expériences particulières ou peut-être même des implants. Peut-être, oui, il le pense, oui. Il a fait une recherche dans ce sens. Mm-hmm. Il a regardé des dossiers médicaux anciens de famille et il a repéré sur des vieilles clichés films rayons X des objets, en effet. Donc, mais ça, c'est les gens qui s'intéressent à ce sujet savent ça. Ça a déjà été relevé par un certain nombre de livres et de chercheurs comme le regretté Bob Hopkins, par exemple, qui était un des grands spécialistes des enlèvements. Il a noté ça lui aussi. Incidemment, d'ailleurs, je signale que Bob Hopkins, c'était vraiment quelqu'un de très très bien et qui est mort l'année dernière de manière assez dramatique. Roger Lair, qui était un ami, lui rend hommage à la fin de son livre. Donc on peut parler d'histoire de famille. De famille pour... assez souvent. Ouais. Assez souvent pour ce genre de choses. Alors, on en arrive peut-être, Gildas Bourdet, à ce qu'il y a dans ces implants. Vous nous parliez des différentes formes. La plupart du temps, ça ressemble à des haricots. Oui, attendez, sur la question très intéressante des histoires de famille, c'est souvent révélé un petit peu sous hypnose aussi, parce que il a pas mal travaillé avec une hypnothérapeute qui est une amie, Yvonne Smith, que je connais, que j'ai rencontrée aussi, qui est une personne vraiment très bien. Je l'ai revue en 2007 à Roswell. J'ai dîné avec elle et son mari. C'est vraiment quelqu'un de très... Ce sont des gens vraiment très intéressants. Moi, j'ai des liens d'amitié avec des gens comme ça. Et ils ont relevé, par exemple, dans un des deux derniers cas, que la femme de l'abducté, qui s'appelait Steve, avait elle aussi été enlevée. Et puis, il semble que les parents étaient impliqués aussi. Donc, ce sont des histoires très complexes. Alors, vous voulez que je vous parle de ce qu'on trouve dans les implants? Vous me parlez de ce que vous voulez, mais c'est vrai qu'il y a quand même une certaine curiosité. Qu'est-ce qu'il y a dans ces implants? Qu'est-ce qu'on y trouve? Vous nous parliez il y a quelques secondes de terminaisons nerveuses, de sons que l'on pouvait retrouver si on avait des appareils capables de les lire. D'émissions radio. D'émissions radio. Donc ce qu'on se dit assez simplement quand on réfléchit un tout petit peu, si c'est miniaturisé, on se dit clairement ultra miniaturisé. On se dit à l'intérieur il y a un ordinateur. On trouve pas ça, mais on trouve des choses bizarres dedans. Par exemple, dans les derniers plantés, alors il y a une analyse très poussée qui a été faite sur l'avant-dernier implanté, Steve, donc quand je parle à l'instant, et qui est publié dans le livre, qui a été faite par une équipe de physiciens, principalement Steve Colburn, et qui a trouvé plein de choses, et notamment, on trouve des nanotubes maintenant de carbone là-dedans. Il y avait des petits faisceaux de nanotubes. Bon, il y a 10 ou 15 ans, on n'aurait pas pu les voir parce qu'on n'y pensait pas du tout. Ça fait partie des choses qu'on découvre au fur et à mesure on devient capable de les découvrir, en fait. Hein? Et c'était pas fini, on va peut-être trouver d'autres choses encore. Mais un autre aspect très intéressant, c'est que ces implants ne provoquent pas d'inflammation ni de rejet. Donc ça avait beaucoup intrigué un médecin comme le docteur Lair, qui est très habitué à ce genre de problème,
qui passe son temps, qui a passé sa vie à extraire des petits objets provoquant des inflammations, eh bien, il n'y en a pas avec ces objets-là. Et alors, il y a une couche extérieure très, très, très dure de matériaux qu'on a du mal à analyser quand on ne sait pas ce que c'est. C'est une couche mince, mais qui protège l'implant. Et alors, il y a une couche extérieure très, très, très dure de matériaux qu'on a du mal à analyser quand on ne sait pas ce que c'est. C'est une couche mince, mais qui protège l'implant. C'est justement la question que j'allais vous poser ensuite. Est-ce qu'il y a dans ces implants des matériaux, pour l'instant, inconnus? Alors, je dirais pas inconnus, mais il y a toute une série d'éléments métalliques, par exemple, pas seulement métalliques, mais notamment d'éléments métalliques, d'atomes qui ont des propriétés, quand on en a fait l'analyse isotopique. Et ça, il y en a eu plusieurs comme cela, mais bon, certaines ont été mises en question, elles n'étaient pas suffisamment performantes. Mais là, il semble bien que une analyse a été faite dans le cas dont je parle de Steve en 2008 par le docteur Steve Colburn, qui est quand même un docteur en physique qui a accès à des labos performants. Et ils ont fait une analyse des proportions isotopiques. Alors il faut se dire en un mot ce que c'est que chaque atome a divers isotopes. Ça dépend du nombre de neutrons qui sont dans les noyaux atomiques. Il y a des protons et des neutrons. Le nombre de protons, c'est ce qui caractérise un élément, le fer, l'oxygène, etc., tout ce qu'on veut. Mais il y a un nombre variable de neutrons qui viennent s'ajouter, et ça fait différents isotopes qui ont une masse donc un petit peu différente. On les distingue par leur masse. Or, de tous les éléments terrestres qu'on trouve sur Terre, ils ont toujours la même proportion d'isotopes. On les connaît, on sait mesurer tout cela. Mais on a découvert depuis longtemps que des matériaux, des météorites, par exemple, qui viennent de l'espace, les éléments qui les composent ont souvent des proportions d'isotopes différentes de ce qu'on trouve sur Terre. C'est une caractéristique des matériaux terrestres, voilà, ils sont comme ça, ils ont une proportion d'isotopes. Ça tient à l'histoire de la formation de la Terre. Hein. Et puis les autres corps célestes, ils ont leur histoire à eux, et ils n'ont pas les mêmes proportions exactement. Eh bien, dans les matériaux qu'on a analysés dans ces petits implants, on trouve des proportions d'isotopes différentes des proportions terrestres. Et voilà. Et voilà, madame, pourquoi, comme votre fille est bête, comme disait un médecin de Molière, voilà pourquoi peut-être bien qu'ils sont d'origine extraterrestre, ces implants. C'est disons que c'est un indice assez fort en faveur de cela. Vous en avez vous-même vu ou touché de ces implants, Gilles Labordé? Écoutez, non, je n'ai pas vu cela, non. Il aurait fallu que j'aille là-bas. Il m'a invité une fois, d'ailleurs, il m'a dit que j'aurais pu venir à une des opérations, là, en 2007, quand j'ai vu là. Mais non, j'ai pas vu ça, mais je suis tout à fait certain, je connais un certain nombre de gens qui les ont vus. Hein. Yvonne Smith, qui a participé à plusieurs opérations, par exemple, et puis d'autres. Pour aller au fond du sujet, Gilles Labordé, pour vraiment avoir toutes les informations sur Roger Lair, qu'est-ce qui lui est reproché? Est-ce que c'est le fait que ces opérations, ne sont pas faites forcément avec une rigueur scientifique qui permette... On lui a reproché ça. Et c'est pour ça qu'il insiste énormément. Mais c'est important, hein, il insiste beaucoup dans son nouveau livre. Il en parlait déjà dans le premier, mais il insiste beaucoup sur la procédure qui est employée. Ah oui. Devant témoin, l'implant est mis dans un bocal qui est scellé devant témoin. Entre parenthèses, pour qu'il soit bien conservé, on met un sérum qu'on a fait une prise de sang préalable sur l'implanté, et il semble que ça se conserve mieux comme ça. Et puis il y a
Donc plusieurs témoins. La dernière opération, il y a même la photo de toute une série de témoins qui ont assisté, dont Whitley Strieber, qui est bien connu, et sa femme, qui est lui-même auteur supposé, enfin qui raconte qu'il a été enlevé. C'était un livre célèbre qui s'appelait Communion. Il y avait aussi entre autres, il y avait le physicien Steve Colbert, et puis il y avait aussi un ufologue bien connu en France, un certain nombre de gens, qui s'appelle Antonio Uleus, qui est assez, comment dirons-nous, sévère, qui regarde les choses avec un œil assez sévère, et il était là, il a assisté à l'opération. Parce que c'est capital, si on veut mettre en avant, je veux dire, une chose assez extraordinaire, on parle de matériaux provenant d'on ne sait où, qui ne devraient pas être là, donc évidemment ça libère l'esprit, ça permet de penser à plein de choses, donc effectivement on demande une certaine rigueur au docteur Lair pour justement pouvoir avancer dans ces choses-là. Absolument, et moi j'estime qu'il a quand même fait du travail très soigné, très précis et bien organisé, et avec des témoins et avec une procédure. On lui a reproché de ne pas l'avoir fait, mais si c'est pas vrai, ce sont des critiques d'assez mauvaise foi. On lui a reproché aussi de gagner de l'argent. Alors c'est pas vrai non plus en fait. Il a créé une association sans but lucratif, et il était tout le temps en train de chercher de l'argent parce qu'il s'était fauché en réalité. C'est un monsieur qui a passé son temps à chercher un peu d'argent, à obtenir des financements, notamment d'équipes de télévision. Je citais tout à l'heure l'équipe de UFO Hunters. Et ils ont payé une opération. Là, la dernière dont je parlais à l'instant, elle a été payée par une équipe de télévision d'ufologues mexicains, Jaime Maussan, alors que il était en panne d'argent, il trouvait pas d'argent, il allait renoncer, et puis Jaime Maussan, il a dit mais moi je la paye, et puis il a filmé, évidemment, il se rémunère en filmant l'opération, en faisant une émission de télé avec. Bah oui, il y a eu une équipe japonaise qui a payé aussi, comme ça, une autre émission. Bon, c'est comme ça, voilà. Et il y a eu des opérations qui étaient payées par l'association NEEDS, la fameuse l'association NEEDS, qui est assez controversée, créée par un milliardaire de Las Vegas, et qui a un comité scientifique et qui semble cacher beaucoup de choses. On va voir ce que va nous dire le futur là-dessus. Oui. Gildas Bourdin, on va pas dévoiler tout ce qui est dit dans ce. Qui a des liens assez étroits avec les militaires. On le sait aussi. Mais les militaires cherchent peut-être eux aussi à comprendre. Alors là, oui, absolument. Moi, ça me fait toujours penser un petit peu à la série X-Files et l'homme à la cigarette. Il y a un des membres éminents, n'est-ce pas, toujours éminent, de cette association, le colonel John Alexander, qui, j'en ai parlé avec lui, quand je l'ai rencontré à Laughlin, là, en 2000. Et je lui ai demandé, mais alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est lui qui avait contacté le docteur Lair, qui racontait avec humour dans son premier livre qu'il l'avait réveillé à 7h du matin, quelque chose comme ça. Et il voulait qu'il vienne d'urgence à Las Vegas pour signer un contrat, ce qui a été fait. Et ils ont financé au moins 2 opérations, et les études qui ont été faites à laboratoire de Los Alamos, laboratoire national de Los Alamos, où le colonel Alexander avait ses entrées depuis longtemps. Il avait dirigé toute une équipe pendant des années, là. Et puis un grand laboratoire du Nouveau-Mexique également, New Mexico Tech. Alors le physicien de New Mexico Tech était très intrigué par justement la composition de ces matériaux. Et c'est là que le docteur là qui lui a téléphoné, il a dit parce qu'il disait mais dans son premier rapport, il disait ça ressemble à la composition qu'on trouve sur les météorites. Et là, le Roger là, il a dit oui, je vous signale que c'est un petit fragment qui était extrait d'un abducté supposé. Et alors l'autre, il s'est rétracté, il a dit c'est pas possible ça. Et ensuite, quand j'ai rencontré le docteur, le colonel Alexander, je lui ai demandé alors qu'est-ce que vous en pensez? Il m'a dit, mais il l'a écrit d'ailleurs, ce n'est pas conclusif, n'est-ce pas? C'est pas concluant. Le lien entre les implants
Et les abductés, c'est l'hypnose qu'il fait, c'est ça. Pas seulement, puisqu'il y a quand même un certain nombre d'abductés qui ont des expériences de rencontres rapprochées avec un ovni. D'accord. Je vous en ai cité un ou deux. Tim Cullen avait vu un ovni avec sa femme 20 ans avant de se faire opérer. Il avait attendu que sa fille devienne adulte pour se décider à se faire opérer. Gildas Bourdet, je disais tout à l'heure, on va pas tout dire. On pourrait en raconter pendant un certain nombre d'heures, en fait. Mais c'est vrai que ces implants, ils sont totalement passionnants. Je vous demandais il y a quelques instants, pardon, ce qu'on reprochait donc à Roger Lair, vous me disiez peut-être il y a quelques années la rigueur scientifique et le fait justement de pouvoir avancer dans les expériences. Le docteur Roger Lair, par rapport aux implants, il en est où exactement aujourd'hui par rapport à la reconnaissance de ses pairs? C'est difficile de répondre à ça parce que, à mon avis, la question va rester quand même, disons, assez mal vue encore pendant tout ce qui est trop chaud comme ça, les crashs d'ovnis, les opérations d'implant, les abductions générales, tout ça, ça reste un peu marginal, je veux dire. Encore non, ça a un avantage quand même, parce que les crashs d'ovnis, ça fait quand même un bout de temps qu'il n'y en a pas eu un bon gros. Les mutilations animales, on arrive toujours après, finalement. Mais les crop circles, on arrive toujours après. Mais les mutilations animales, c'est extrêmement solide, c'est un énorme dossier. C'est solide, mais là pour le coup, les implants, on les opère alors qu'ils sont encore dans la personne. Donc là, on est vraiment sur du dur. Ah bah oui. Donc absolument. Ça devrait être un dossier qui... Ça devrait être un dossier de premier plan. Oui. Mais ça ne l'est pas encore. Alors, pourquoi, à votre avis? Parce que ça gêne beaucoup, finalement, ça fait assez peur. Il y a des gens qui ont peur de cela. Et puis, je vais vous dire, il y a toute une école, ou des écoles de pensée en ufologie qui sont allées, qui ont porté le sujet, la question des ovnis progressivement vers le paranormal, vers bon, l'un des auteurs les plus connus dans ce domaine, dans cette direction, c'est Jacques Vallée, qui a écrit tout un tas de livres depuis 30 ans qui poussaient dans cette direction-là. Il a fait école, il a beaucoup d'admirateurs, de lecteurs. Mais l'un n'empêche pas l'autre, on peut être sur une histoire de dimension et admettre tout de même des objets physiques. Oui, c'est mon avis. Qui permettent une communication. À mon avis, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Il peut y avoir d'autres dimensions, il peut y avoir des aspects même spirituels, si on veut. Tout à fait. D'ailleurs, il y en a dans les cas étudiés par le docteur Lair, il y a des aspects spirituels. Et des aspects vibratoires et qui fassent que on doit quand même peut-être pour ces êtres ou pas, je peux pas me prononcer. Vibratoire, oui. Alors justement, mettre un objet qui permet de communiquer entre. Écoutez, je peux vous raconter, si vous voulez, l'un des cas qui n'a pas fait l'objet d'une opération, il n'y a pas eu d'opération. C'est le 13e cas, et il est très curieux le 13e cas parce que c'est l'histoire d'un Californien qui avait des drôles de souvenirs, de visites nocturnes, d'êtres. Alors oui, incidemment, c'était pas des petits gris ceux-là. Et il a fini par se rappeler de quoi ils avaient là. Ils avaient là plutôt de gros petits bonshommes, pas beau, très laid et un peu poilu. D'accord. Alors il n'y a pas que. Alors par contre, la plupart des histoires de Roger Lair, quand même, c'est le plus souvent, ce sont des gris, des petits ou même des grands. Parfois, il y a aussi des êtres d'apparence humaine. C'est classique. Ceux qui connaissent le sujet savent qu'il y a un petit peu de tout cela. Mais alors dans ce cas-là dont je vous parle, donc où il n'y a pas eu d'implant et pas eu d'opération, mais il y a quand même eu des phénomènes tout à fait bizarres et étranges, où il a fini par se rappeler que ces êtres-là arrivaient en traversant un mur, là, du côté d'un placard, là. Et alors, il a eu l'idée géniale de taler une serviette par terre, pour essayer de voir s'il y avait une empreinte de pied. Et effectivement, il l'a trouvé. Et même, il a fini par découvrir, lui avec sa femme, une espèce de petit objet bizarre qui ressemblait à
une griffe. Alors il était tout excité, alors ils ont étudié ça, il a demandé à divers experts d'étudier cela, et puis finalement, j'abrège l'histoire, un expert, je crois d'Australie, avec qui il était en relation, a fini par lui dire, oh là là, attendez, il était sur le point de publier un article avec un scientifique de l'équipe de Needs, qui était très intéressé, comme quoi ils avaient découvert un petit morceau d'extraterrestre alien. Et bon, heureusement qu'ils n'ont pas publié, parce que peu de temps avant, l'un des scientifiques qui s'était penché là-dessus leur a dit, oh là là, attendez, j'ai fait l'analyse DNA, c'est de l'ADN d'une limace de mer qu'on trouve sur les côtes de Nouvelle-Zélande. Et alors là, c'est quand même assez curieux, parce que c'était complètement fossilisé, et qu'est-ce que ça foutait dans la maison de ce gars-là en Californie, quoi. Et là, si je peux me permettre une petite parenthèse, et je pense que c'est ce que suggère Roger, c'est que c'était une blague, mais il y a plein d'histoires pour les connaisseurs qui sont comme des grosses blagues, hein. On se paye un peu notre tête, hein, ici et là. Oui, des histoires, c'est le ridicule de l'ufologie. Voilà. Qui tient aussi énormément à cœur à Joël Ménard, qui dit, il y a des fois, si on prenait vraiment toutes les histoires, oh là là, alors là, on arrêterait de l'étudier. Ça revue lumière dans la nuit. Alors lui, il tire vers le surnaturel. Ah, il dit, il y a des fois, c'est tellement ridicule qu'on se demande s'ils ne veulent pas que le sujet devienne ridicule. Tout à fait. Mais pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que c'est très très bizarre la manière dont ces êtres apparaissaient et disparaissaient. Il y avait comme l'endroit où ça se passait devenait comme en vibration. Mm-hmm. Et Roger Lair raconte que il est allé visiter cette maison, et il y avait une équipe japonaise qui était venue filmer les lieux. Mm-hmm. Et alors il était resté un moment tout seul dans une pièce pendant qu'ils étaient en train d'interviewer la famille, sa femme, le gars et sa femme, dans le salon. Lui, il était allé dans une pièce d'où il voyait le couloir. Et puis, à un moment donné, tout ça est entré en vibration. Ça s'est mis à vibrer, et il a la trouille. Il n'entendait plus d'autres bruits. C'était comme ce qu'on appelle l'effet, le Oz effect, disent les Anglais, la zone un peu de Twilight Zone. Et puis il a eu vraiment la trouille, et puis ça s'est calmé. Mais après, il est allé les voir, il était tout blanc, hein, il avait eu la trouille, parce que tout ça s'était mis à vibrer fortement. Donc, ce genre de description, moi, ça s'invente pas. Moi, c'est vrai. C'est une histoire vraie. Et ça suggère qu'il y a une capacité chez ces êtres, ces aliens, à manipuler l'espace, là. Et de passer par une sorte de canal d'espace-temps manipulé, enfin, comment dire. C'est tout à fait... Mais on est encore très 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 loin d'avoir tout compris, hein, à mon avis. Gildas Bourdet, nous allons laisser de côté les implants, on y reviendra juste avant la fin de cette émission. Pour là, cette fois-ci, on l'avait promis à nos auditeurs au début, ouvrir une parenthèse, même un chapitre sur Varginha, qui est quand même un cas assez extraordinaire. Le docteur Lair, il revient dans ce nouveau livre. Y a-t-il de nouvelles informations? Et déjà, quel est ce cas de Varginha? Oui, alors, il y a de nouvelles informations, et pour bien les comprendre, il faut revenir un tout petit peu pour les gens qui ne connaissent pas. Donc, cette histoire, c'est celle de l'accident supposé d'un ovni qui se serait produit au Brésil, à proximité d'une petite ville du Brésil, qui s'appelle Varginha, dans l'état de Minas Gerais, et qui aurait eu lieu en janvier 1996. Donc, comme nous le disions tout à fait au début, c'est un cas beaucoup plus récent que l'affaire de Roswell, d'une part, et d'autre part, il y a aussi une autre caractéristique, c'est que
il y a eu très vite, dès le lendemain, des enquêteurs, un premier enquêteur qui habitait dans la ville même, Ubira Gérard Rodriguez, il s'appelle, qui est avocat de la ville et qui s'intéressait beaucoup aux ovnis et qui a pu tout de suite, très vite, recueillir des témoignages. Et il y en a pas mal, il y a un certain nombre de témoignages tout à fait solides et sérieux. Et puis, il y a un autre enquêteur qui est arrivé peu de temps après, qui habitait dans la région, qui a fait du très bon travail aussi, qui s'appelle Vittorio Paccaccini. Moi, j'ai rencontré Vittorio Paccaccini, d'ailleurs, l'année d'après, lors d'une grande conférence qui s'est tenue au Brésil, à Brasilia, à laquelle j'ai été invité. Ça a été ma première grande conférence en décembre 97. Et c'était vraiment un type très très bien, ce Vittorio Paccaccini, très enthousiaste. D'ailleurs, il avait publié son propre livre parce que c'était un homme assez fortuné, un propriétaire je crois de champs de café. Et je l'ai son livre, je l'ai même apporté. Et il me l'a même dédicacé. Voilà. To my friend and colleague Gilda Bourdet, best wishes. Vous voyez? Donc, je ne vous raconte pas n'importe quoi, je vous raconte une histoire vraie. Il y a eu des enquêtes tout à fait sérieuses. Voilà sa photo. Et vous allez voir pourquoi j'insiste là-dessus. Donc, ces enquêteurs, trouvé un certain nombre de témoins qui ont été racontés dans diverses publications et je viens d'en citer une. Et puis tout cela a été repris quelques années après par le docteur Roger Lehr. C'est pour ça que nous en parlons, parce qu'il connaissait bien, il est connu au Brésil pour ses opérations d'aplomb. Il a été invité plusieurs fois de suite à une autre conférence, notamment à Curitiba, où il a rencontré des gens. J'y ai été invité une fois d'ailleurs à Curitiba, c'est une très belle ville, c'est un très bon souvenir, entre parenthèses. Et il jouait des pieds et des mains pour aller à Virginia parce qu'il voulait enquêter là-dessus, ça le passionnait. Alors enquêter, attendez, Gildas Bourdet, parce que il y a des auditeurs donc qui ne connaissent pas le cas de Virginia. Vous me dites qu'il y a eu un crash, mais en quelques mots, l'histoire de Virginia, c'est quoi? Alors, d'accord, en effet, vous avez raison. Je n'ai même pas dit ce que c'était. Eh bien, on a d'abord, il y a plusieurs témoins, dont 3 jeunes filles qui revenaient comme ça, qui traversaient un terrain vague et qui se sont trouvées confrontées, qui ont aperçu un espèce d'être étrange, à la peau foncée, et avec des grands yeux rouges et des cornes sur le crâne. Elles ont eu la trouille de leur vie, elles ont cru que c'était le diable. Elles se sont enfuies, sont rentrées chez elles, elles ont raconté ça à leur mère, et puis on est retourné, puis il avait disparu, mais il y a eu d'autres incidents du même genre. On a reconstitué que le jour même, là c'était en fin d'après-midi, mais le jour même, le matin même, il y avait eu des alertes, les pompiers avaient été alertés, ils étaient venus, et ils avaient réussi dans le même quartier, tout à fait dans un coin de banlieue de Virginia, à attraper un être qui était un autre, parce que l'être que les jeunes filles avaient vu était blessé apparemment. Et l'autre, les pompiers en ont récupéré un qui n'était pas blessé. Et ensuite, de quoi, dans la matinée, alors soit dit en passant, on a cru qu'il avait réussi à l'attraper avec un filet, mais en fait, c'est pas avec un filet, c'est avec un collier au bout d'une perche. C'est les pompiers eux-mêmes qui ont raconté ça ensuite au docteur Lehr et ses amis quand il est allé les voir. Mais il y a eu également un épisode tout à fait remarquable avec l'armée. Alors les pompiers, ils ont donné l'être, ils l'ont repassé à un camion militaire qui était là, qui était arrivé. Un camion militaire qui est arrivé, ils ont repassé l'être. Ah oui. Ils ont pas pris de photos, ils ont... Non. Écoutez, hein, s'il y en a eu des photos, on ne les a pas vues, en tout cas. Mais, oui. C'est ce qui est un peu embêtant dans l'ufologie à chaque fois. Attendez. Alors, attendez, je vais juste au mot fin, et je reviens, c'est que c'est top secret maintenant, hein, vous allez voir. Et le rideau du secret est tombé très très vite, parce que ça, ce sont des récits qui ont été recueillis
dans les 15 jours, 3 semaines qui ont suivi, alors que le rideau du secret était déjà tombé. Les militaires c'est Vittorio Procaccini qui a pu rencontrer quelques militaires à la ville voisine où il y avait une garnison et une école militaire, 13 Corações, parce qu'il avait des amis par là. Donc, ils ont raconté des choses, mais déjà, ils se faisaient engueuler s'ils en parlaient. Ça pouvait valoir 10 jours de prison pour un soldat s'il parlait à Vittorio Procaccini ou à l'avocat Ubirajara Rodrigues. C'était déjà très, très, très fermé. Mais on sait, parce qu'il y a quand même des gens qui ont parlé, et apparemment ils sont relativement bavards, les Brésiliens, et il y en a qui ont raconté qu'ils avaient... Puis il y a des témoins civils qui les ont vus opérer aussi. Il y avait un jogger dans le coin qui a vu une équipe de militaires aller dans un petit bois. Là, c'était toujours dans le même secteur. Ils ont même entendu des coups de feu, et puis ils sont ressortis avec 2 grands sacs. Il y en avait un qui bougeait, il y avait quelque chose qui s'agitait dedans. Bref, je continue et je termine. L'épisode suivant, c'est que... il y a 2 jeunes militaires qui ont ramassé dans la rue, pour ainsi dire, un de ces êtres qui clopinait dans le coin, qui était blessé, et qui l'ont amené à l'hôpital régional du coin, ça s'appelle l'hôpital régional. Et là, on a maintenant le témoignage, plusieurs témoignages d'une infirmière et d'autres. Et je simplifie un tout petit peu l'histoire parce que c'est compliqué aussi. Il y a eu un médecin qui a eu l'ordre des militaires qui étaient déjà là d'opérer cette fracture. C'était une fracture ouverte à la jambe de cet être. Il a fait l'opération et c'est un souvenir absolument inoubliable pour lui. Il a fini par raconter ça à Roger Lair et Ubirajara Rodrigues. Donc, je reviens à mon bouquin. On a eu pas mal d'éléments nouveaux, donc, grâce à cette enquête du docteur Lair qui a pu y aller et qui a rencontré notamment donc les pompiers et le médecin en question. Alors, ils racontent avec humour qu'ils ont été reçus comme des rois à l'arrivée à l'aéroport de Virginia, parce que c'était un tout petit aéroport, par le maire en personne. Ils s'y attendaient pas du tout, parce qu'à ce moment-là, c'était 2-3 ans après, ils étaient très très excités par cette histoire, et ça leur faisait une énorme publicité pour leur ville, etc., le tourisme local. Ils étaient même en train de construire un musée pour célébrer l'événement. Bref, il a raconté, ce médecin, que très très ému, comment il avait dû opérer cet être, et qu'il pensait avoir eu une communication télépathique, assez de niveau spirituel même, avec l'être. Alors ceci est contesté par le Brésilien, le Ubirajara Rodrigues, qui dit qu'il n'y croit pas à cette communication. Bon, donc il y avait une divergence. Je me souviens même que par la suite j'ai rencontré, j'en ai reparlé avec Roger Lair et un autre Brésilien, Edge Javert, qui est un enquêteur ufologue brésilien très connu. Nous étions en Italie, à une conférence en Italie, et ils se sont un peu engueulés à cause de cela. Il m'a même pris à témoin, mais moi je lui ai dit, parce que, bon, je passe sur les détails, mais disons que c'est une histoire très riche, avec beaucoup de témoignages, et donc il a voulu y retourner, Roger Lair, à la première occasion, et ils y sont allés ensemble, Javert et Roger Lair. C'est ce qu'il raconte dans ce nouveau livre, dans un chapitre 6. Et là, ils sont tombés de haut parce que... alors, ils ont quand même... Entre-temps, ils savaient déjà que c'était très mal vu de parler de ça, qu'il y avait une sorte de zone de secret là-dessus. Mais ils sont quand même allés. Et puis, ils ont été reçus par les pompiers. Alors, c'était une nouvelle équipe qui les a reçus très gentiment. La première équipe avait été dispersée aux 4 coins du pays. Mais eux, ils avaient gardé des liens, ils se connaissaient et ils étaient au courant de l'histoire. Ils l'ont confirmé. Par contre, là, ils sont vraiment eu une grosse déception. C'est que le médecin, ils ont essayé de voir le médecin. Il les a reçus. Après les avoir fait attendre pendant des heures dans la salle d'attente parce qu'il y avait beaucoup de monde.
Et puis il était très 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 tendu, très ému. Et puis il a fini par leur dire presque en se mettant presque à pleurer qu'il pouvait plus leur dire rien dire du tout sur l'être en question. Justement, cet être en question, vous le disiez tout à l'heure, on sait que dans les histoires ufologiques, les personnes ne voient pas forcément les mêmes choses. On parle des fois même de manipulation mentale par rapport à la capacité qu'on peut avoir à appréhender telle ou telle forme ou tel visage. Les jeunes filles ont vu un être avec des yeux rouges et des cornes. Et les autres aussi, hein. Ils ont les vu, descriptions tout le monde a vu identiques. D'accord. Y compris du médecin. D'accord. Mais il avait donné des précisions dans la première entretien, lors d'un premier entretien, donc que Lair raconte dans son livre, dans son premier livre hein, sur la Virginia, qui a été publié également au Mercure Dauphinois, on peut encore le trouver en librairie. Et il a fait la même description. Et puis il avait donné des précisions sur l'anatomie, la physiologie, hein, sur l'aspect des chairs, des os, etc. Donc c'était assez précis quand même. Hein. Et donc là, dans ce nouveau livre, on apprend que finalement, il y a encore moins d'informations qu'auparavant, une sorte de... Ah ben, il ne peut plus en parler. Il leur a dit presque en larmes qu'il ne peut plus en parler. Il a dit ceci, c'est raconté là dans le nouveau livre. Oui, je sais que le médecin américain voudrait bien que je leur donne d'autres détails, d'autres précisions sur cet être, mais je ne peux plus en parler. Voilà. Et alors, attendez, la fin de l'histoire, c'est que quand Roger Lair s'est décidé à écrire ce livre l'année dernière, il en a reparlé avec donc cet ufologue qui l'avait accompagné, A.J. Javert, que je connais bien aussi, et il lui a donné des dernières nouvelles sur la question, et c'est dramatique parce que les deux ufologues brésiliens qui avaient entendu, je vous ai parlé, Ubirajara Rodrigues de la ville de Varginha, un avocat connu avec pignon sur rue, et l'autre, j'en parle juste après, l'avocat Ubirajara dit maintenant, il avait écrit un livre hein, qu'il devait présenter il était invité à une conférence, la fameuse conférence de Leeds, qui n'a pas eu lieu parce que malheureusement Graham Bearsdale est mort juste avant. C'était en 2004 ou 2005, je sais plus. Et donc il était tout ce qu'il y avait de plus affirmatif. Il avait énormément de documentation, il avait écrit un livre. Maintenant il dit non, il n'y avait rien du tout, c'est pas vrai tout ça. Les pompiers ont capturé un animal étrange. Et puis rideau, terminé, il est circulé, il n'y a plus rien à voir. D'accord. Et l'autre, Vittorio Procaccini, dont je vous ai parlé, qui était si enthousiaste et avait écrit un livre, eh ben il a disparu. Plus personne ne sait où il est. Il a disparu. Vittorio Procaccini. Voilà. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire, en tout cas, oui, point de suspension. Point de suspension, ouais. Mais il y a des aspects... Non, mais moi, c'est d'autant plus frappant que la question des ovnis, c'est un peu ouverte au Brésil ces dernières années, comme beaucoup d'autres pays d'Amérique du Sud, d'ailleurs. J'ai pu le constater moi-même. Et notamment les militaires, les aviateurs brésiliens ont commencé à divulguer des dossiers sur les ovnis qui sont accumulés pendant des années, parce qu'il s'est passé... C'est très très riche, hein, l'ufologie en Amérique du Sud. Hein. Ils sont présents sur la planète entière. Hein. Moi, j'avais croisé des généraux très haut gradés à Paris lors d'une conférence assez récente. Enfin, il y a 2 ans avec la 3AF. Ah oui. Et il y avait des généraux très haut placés qui n'étaient pas loin de moi dans la salle, en uniforme. Oui. Et tout à fait officiellement, ils étaient là présents. Oui, tout à fait, bien sûr. Donc ils s'intéressent vraiment au sujet. Bien sûr qu'ils s'intéressaient depuis longtemps. Moi, j'ai vu la même chose en Italie. Quand j'ai fait ma conférence sur l'ufologie française, il y avait un colonel en uniforme et des jeunes officiers à côté de lui. Hein. Ils étaient là, et puis ils n'étaient pas là du tout pour s'amuser. Hein. Oui, c'est ça. J'étais là pour entendre ce qu'il y avait à dire sur le sujet. Absolument. Ouais.
Et il y en a même un autre d'ailleurs. J'ai vu ça deux années de suite. Un autre, le colonel, je sais plus comment il s'appelait, qui a fait sa conférence, qui a expliqué comment ils étudient les ovnis dans l'armée de l'air italienne. Tout à fait officiellement. Voilà. Non mais je dis ça parce que c'est intéressant de souligner cela, parce qu'il y a encore des gens qui s'imaginent que tout ça, ce sont des histoires d'allumer, d'illuminer, etc. Bah non. Pour en être sûr, et après nous passerons effectivement à la conclusion de cette émission, il suffit de lire, c'est ancien maintenant, mais ça reste toujours intéressant, le rapport Cometa, oui. Et aussi de s'intéresser à ce qu'a fait le 3AF ces derniers temps. Moi je le répète, lorsque je suis allé à la réunion d'information, les personnes qui étaient présentes dans la salle étaient loin d'être des rigolos, très très loin d'être des rigolos. Donc on voit que des personnes très haut placées s'y intéressent. Absolument, absolument. Gildas Bourdet, on va laisser Virginia de ce côté parce que c'est passionnant, mais il faudrait lire le bouquin tout entier pour Virginia, donc c'est pas la peine, on va pas aller trop loin, mais n'hésitez pas à vous y intéresser, et même si vous ne vous procurez pas le livre tout de suite, allez sur internet, fouillez un petit peu, vous trouverez des histoires sur Virginia. C'est tout à fait passionnant. Gildas Bourdet, j'ai fait un article sur mon blog. Vous en avez fait un sur votre blog. Pour conclure cette émission, vous souhaitiez vraiment, finalement, comment dire, on parle de légitimité avec les militaires, on en parlait il y a quelques instants, parler de légitimité avec le travail du docteur Roger Lair, et avec le côté scientifique de ce livre. Oui, tout à fait. Bon, j'ai déjà évoqué le fait que l'association NEEDS, financée par un milliardaire américain, est très proche du militaire américain, a financé 2 opérations. Ils ont fait des études assez poussées déjà. À mon avis, ils n'ont pas tout divulgué. J'en ai discuté avec Roger là, il croyait que si, mais je suis persuadé que non. Parce qu'il était ami, il avait beaucoup d'estime pour le colonel Alexander. Moi, je pense qu'il y a un côté un peu naïf chez Roger Lair. Il s'est fait, à mon avis, vider les poches par ces gens-là. À l'époque, je vous ai dit, moi, ça me fait penser un peu à l'homme à la cigarette des X-Files. Il y a un épisode où on voit l'homme à la cigarette qui va déposer un implant, ou c'est plutôt un embryon, dans les archives secrètes du Pentagone. Bref, moi je connais quelqu'un qui a dit en privé, qui fait partie de l'association NEEDS, mais NEEDS c'est le bureau d'études des ovnis pour le Pentagone. Hein? Voilà. Je vais pas vous dire qui a dit ça, mais je le sais. C'est une petite officine, à mon avis. Hein. Il y en a beaucoup d'autres. Ne serait-ce que tous les services secrets américains, la FOSI en tête, qui a des services dans toutes les bases américaines, aux États-Unis et à l'étranger. Il y a beaucoup de monde qui étudie ça. Rien que pour les Américains, et pas seulement les Américains, les autres pays aussi. Bref, pour en revenir à cette question de Roger Lair et de ses implants, oui, les militaires s'y sont fortement intéressés et ils continuent. Et il y a eu, donc, je voulais signaler cela, une étude scientifique poussée qui a été faite pour l'un des implants, donc, qui sont racontés dans ce nouveau livre, par un physicien, un docteur en physique, de Steve Colburn, et le rapport assez détaillé, très détaillé, est publié dans le livre. Donc je dis ça, c'est à signaler pour les gens qui ont l'esprit scientifique, qui ont envie d'avoir des infos scientifiques, et ben il y en a. Hein. Qui ont envie de pouvoir expliquer ou à des confrères ou même à leurs proches des choses en ayant des bases solides à apporter. Bon, alors ça n'est pas décisif, ça ne va pas faire éclater le sujet, faire sauter le couvercle du secret sur les ovnis, hein. Mais c'est une étape, c'est une pierre de plus. Gildas Bourdet, vraiment je vous remercie d'être venu aujourd'hui nous présenter ce livre que vous avez traduit, ce livre du docteur Roger Lair, Contact OVNI, la dernière frontière, qui est paru aux éditions Le Mercure Dauphinois. Et puis vous concernant
je vais proposer aux auditeurs de taper Gildas Bourdet sur Internet et ils auront toutes sortes d'informations. Sur Google, sur ils auront Google, quelques pages tout de suite. et puis il y aura aussi votre blog, Oui. et puis vos différents livres. Donc je pense que c'est ce qu'on peut conseiller aux auditeurs. Ça vous va? Oui. Tapez. Et je le Gildas Bourdet. répète, oui. Je vous écoute. Mon livre OVNI vers la fin du secret. Hein, OVNI vers la fin du secret, c'est le plus récent et qui est le plus complet. Hein. et qui est le plus complet pour Oui. s'intéresser aussi bien au sujet OVNI qu'au sujet de Roswell. On peut commencer par regarder le blog, éventuellement, hein, et puis acheter le livre. Voilà. Et petite question qui n'a rien à voir avec l'ufologie, mais si on veut voir vos œuvres de peinture, on peut les trouver sur Internet aussi ou pas? Ouais, j'ai un petit site artistique, artgildabourdet.com, oui. Très bien. Et ben voilà, pour nos auditeurs qui aiment la peinture. Voilà. Merci beaucoup Gildas Bourdet.